Donc, je m'appelle Aurélie Gatté, je suis plasticienne, performeuse et modèle vivant également. Je me suis un peu fait prendre à mon propre jeu, vu que pour ce Charivari, je propose un workshop autour de la performance. Donc, je me suis dit, ben voilà, il faut l'articuler. Donc, un de mes ressorts de jeu, c'est le costume. Là, c'est le moment où il n'y a pas trop de son parce que je vais me mettre en costume. Voilà. Ce qui est important, ce qui me met en mouvement, ce qui me met en état de jeu, c'est la sensation du textile sur la peau ou la sensation de pas de textile sur la peau. Là, aujourd'hui, je mets un bleu de travail qui n'est pas vraiment bleu, parce que je ne sais pas vraiment si c'est un travail. Là, c'est le passage difficile. Voilà. J'ai prévu une cape parce qu'il fait un peu froid. Ça va là? Ah, j'ai oublié les chaussures. Je suis assez fière parce que c'est la première fois que j'utilise ces chaussures en performance. Je les ai fait exprès. Elles pètent pas mal. Donc, je m'appelle Aurélie Gatté. Je suis plasticienne performeuse, parfois modèle vivant. Je suis une ancienne étudiante de cette école. Et ce qui m'intéresse, c'est la question du travail de l'artiste. C'est la question de faire l'expérience. Pour moi, l'art, c'est la possibilité de faire une expérience autrement. Voilà. Donc, je vais vous montrer une photo.
C'est une photo que j'ai faite quand j'étais étudiante à l'école d'art, en 2005 ou 2006. Et elle était rangée dans un petit cahier. Et je pense que c'est une bonne note d'intention sur la suite de mon travail. Cette question, comment ou est-ce que l'art peut changer le monde? Après, je suis dotée d'une certaine forme d'humilité qui m'a permis de comprendre que si au moins ça pouvait changer ma vie, c'était déjà ça. Et voilà, donc je vais vous donner 2-3 petites indications biographiques. Donc là, c'était devant chez moi, voilà, avec une pelle. Et un de mes premiers costumes. Déjà à l'époque, il y avait ce souci du local. Je tiens à le dire maintenant que c'est à la mode, mais je ne me suis jamais vue en artiste internationale, je suis une artiste locale. C'est aussi vu le coût de l'essence. Et la plus-value aujourd'hui, je trouve que c'est un bon compromis. Alors, donc je suis née le même jour que Mozart, bon, pas la même année, sous un orage effrayant. C'est une grande fierté pour moi, même si je ne me rappelle pas du tout. C'est un peu le début du mythe qui se construit. Ensuite, après, s'est posé la question du modèle. Comment on grandit? Avec quel modèle? Moi, j'ai grandi dans les années 80. Les modèles féminins, il y avait Candy, il y avait la comtesse de Ségur. Au mieux, il y avait Colette. Mais en fait, moi, je rêvais d'être Lucky Luke, d'arriver quelque part avec mon cheval, de faire la justice et de repartir et de parler avec mon cheval. Je trouvais ça super de parler avec mon cheval, que tout le monde me trouve génial, mais après, moi, je me casse et je vais vers d'autres contrées. Donc voilà, je me suis construite avec des modèles masculins. Ouais, tant que j'étais, relativement asexuée dans mon développement, ça ne m'a pas gênée plus que ça. Et puis en CE1, CE2, j'aimais beaucoup jouer avec les copains dans la cour de l'école à Zorro. Sauf que pendant 2 ans, je n'ai jamais joué le rôle de Zorro. Moi, j'étais toujours le compagnon silencieux et attentif qui prenait garde au héros. J'étais Bernardo, voilà. Et puis je me suis dit, tiens, en CM1, peut-être que je vais enfin jouer Zorro. Eh bien non, en CM1, en fait, les garçons ont refusé, ont décidé de commencer à refuser de jouer avec les filles. Et du coup, je me suis retrouvée à créer une cellule du MLF à l'école Émile Gerbeau de Montlouis-sur-Loire. Voilà. À 12 ans, comme une gentille petite fille bourgeoise que j'étais, que je suis peut-être encore, je passais mes vacances dans les musées et c'était une source de délectation incroyable pour moi. Je jouais du piano et je faisais de l'aquarelle. Et puis la question, alors je ne vais pas du tout être chronologique parce que je n'ai pas eu le temps de mettre mes petits papiers dans l'ordre. Donc la question catholique de l'incarnation est apparue aussi assez vite dans mon travail plastique. Qu'est-ce que c'était que ce mythe de l'incarnation? Comment je pouvais faire l'expérience de l'art, comment je pouvais incarner ces modifications que peuvent engendrer l'art ou pas, autrement que juste un mouvement de pensée. Quand les fées se sont penchées sur mon berceau, elles m'ont doté d'un incroyable esprit de contradiction. Voilà, donc du coup, jour après jour, ça me permet en fait de stimuler mon esprit critique et d'exercer ma liberté. Après, au niveau professionnel, c'est pas toujours très simple. Voilà. Voilà, cette question de l'incarnation était assez importante pour moi. Comment ça peut descendre du cerveau? Parce que pendant longtemps, oui, effectivement, on opposait toujours le corps et l'esprit, et pourtant, ma façon d'être au monde, c'était bien avec ce corps. Voilà. Donc, c'est avec ce corps que je perçois que je suis sensible au monde. Donc, comment avec ce corps, je traverse la vie, comment il y a toutes ces modifications et comment il se modifie. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis une femme forte.
Donc s'il était question d'être un corps, d'être la modification, petit à petit aussi le goût pour la danse et le mouvement sont arrivés. Et puis cette question de nécessité. Pourquoi après des longues études de biologie, d'éthologie, d'écologie, à un moment effectivement où je suis née à peu près avec la première génération, où le chômage était un petit peu de mise, hein, voilà, on faisait des études et puis après on était au chômage, donc du coup, après quelques petits boulots de prof, du coup je me suis dit je vais faire l'école d'art, et je suis rentrée et je suis restée, quitte à être au chômage. Et puis il y avait cette question en fait de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? Ça fait partie quand même de la définition de l'humain. Loin de moi l'envie d'opposer la question de l'humain et de l'animalité, mais plutôt dans tous ces écarts, dans comment on définit les choses. C'est toute la diversité, les points communs et les différences qu'il y a entre deux êtres en fait qui me fascinent. C'est toutes ces... C'est pas une question du tout d'hiérarchisation, c'est une question de cet écart et de cet d'espace et tout ce qui peut se passer dans cet espace. Et c'est là peut-être que peut se poser le champ de l'art. Donc voilà, effectivement, j'avais du mal à rentrer dans les cases. Et puis, alors en fait, je vais vous expliquer la question. En fait, c'est que j'avais pas tout à fait fini ma croissance. Et assez tôt, je me suis retrouvée avec un plafond de verre. Vous savez ce que c'est un plafond de verre? Donc un plafond de verre, ça désigne le fait que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, essentiellement en raison du mépris de classe, de discrimination raciale ou de sexe. Voilà. Donc du coup, il a fallu que je croisse en largeur. Mais j'ai continué ma croissance. La question de l'art, en fait, ce qui est assez magique et où se niche la poésie et où se niche un peu cette petite étincelle incroyable, pour moi, c'est au moment où le fond et la forme se fondent dans quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence. Voilà. Et puis, il y avait cette question aussi de l'ipséité. Ce mot identité, aujourd'hui, est un petit peu compliqué à s'approprier, parce qu'il fait référence à d'autres choses dont je n'ai pas envie de parler. L'ipséité, c'est qu'est-ce qui fait que, même au travers du temps et de la modification, parce qu'en biologie, on sait bien que à 10 ans d'intervalle, on n'a plus aucune cellule qui était la même qu'il y a 10 ans auparavant. Mais comment on peut avoir cette sensation d'unicité, de singularité de l'être? Et que, pour moi, le travail de l'art, c'était aussi affirmer une singularité, une autonomie. Je ne fais pas partie enfin, voilà, avec cette fort esprit de contradiction, ça a été compliqué pour moi d'envisager de prendre l'autoroute pour aller de A à B. Je me suis tout de suite armée d'une machette et je suis partie dans la forêt en traçant mon propre chemin, avec complètement aucune envie forcément d'arriver tout de suite à la fin, parce qu'on sait très bien ce que c'est que la fin, du coup, d'arriver à destination. Mais plus en ayant l'opportunité de faire des rencontres, de sentir des odeurs, de ramasser des cailloux, voilà, de faire des rencontres. Il y a cette question d'engagement très fort aussi dans la pratique artistique. Et puis aussi, je peux questionner, au-delà de la question de ce qui nous appartient, c'est un endroit aussi où je peux questionner le fait d'appartenir à quelque chose. Voilà, ça aussi, c'est des notions qui reviennent aujourd'hui un petit peu sur le devant de la scène avec les questions d'écologie. Bon, j'avais pensé parler de l'humour et de l'autodérision, mais je crois que c'est un peu raté là. Voilà. Donc c'est la complexité, la beauté. Alors, j'ai eu la chance très tôt, à 22 ans, de rentrer en 3e cycle dans une grande institution nationale avec plusieurs siècles d'existence, des gens super intéressants, une histoire de personnalités scientifiques de premier rang au niveau international. Et le premier jour, donc j'avais 22 ans, moi je sortais de mes études, le premier jour, on m'a dit, maintenant vous faites partie de l'élite. Ça a été
super révélateur pour moi parce que j'avais 22 ans, j'avais rien fait de ma vie, je ne voyais pas comment je pouvais faire partie de l'élite. Mais j'ai compris qu'effectivement l'élite, c'était pas quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance par rapport à un travail effectué, mais c'était une question de quant à soi. Et on était choisis. Donc je suis partie. Une autre de mes activités professionnelles, c'est aussi accompagner différentes personnes dans la pratique artistique. Alors, ça. Alors, très vite, s'est posé la question de « Ok, je ne veux pas être dominée. Ok, je ne veux pas être dominante. Comment je fais? Quels outils j'ai? Quel est mon propos? Comment je me comporte? » Bien, j'ai essayé la gentillesse, la bienveillance, la douceur. Je persévère. C'est pas spécialement simple dans la vie. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai pas regardé l'heure. Hop là. Donc, si l'art est une expérience, est-ce qu'il peut changer la vie? En fait, chaque œuvre, enfin ce qu'on appelle des œuvres, chaque pièce que je peux réaliser, c'est un peu comme des balises que je laisse le long d'un chemin. Et je pense qu'au final, ce sera peut-être un parcours qui fera œuvre. Là, pour l'instant, je ne sais pas du tout quelle forme ça a, je ne sais pas où ça va. C'est ça qui est plutôt excitant, en fait. Je tiens aussi à remercier les plus jeunes générations, parce que depuis quelques années, en fait, j'ai la possibilité de relire un petit peu mon parcours avec des lunettes où je peux nommer des choses qui n'étaient pas tout à fait de l'ordre du nommable, comme ce plafond de verre, effectivement, que j'ai ressenti assez tôt. Voilà. Et ça, je suis assez réjouie maintenant de pouvoir mettre des mots là-dessus. Alors, dans mon travail, j'aimerais bien avoir des super pouvoirs, j'aimerais bien avoir, par exemple, le don d'ubiquité. C'est pour ça que souvent, je suis à la fois photographe et modèle. Il est question, en fait, de faire figure d'un personnage, faire figure de l'artiste, dans des images. Je suis arrivée à la photographie, en fait, dans l'école d'art, parce que moi, je venais des sciences, et quand on est étudiant en sciences, il n'y a aucun moyen de se faire remarquer. On est 400 dans un amphi. Pour te faire remarquer, tu peux arriver en retard, sauf que si tu arrives en retard, tu n'as plus de place pour t'asseoir. Donc il faut que tu fasses des choix. Quand je suis arrivée en école d'art, j'étais assez fascinée parce que c'était un monde de séduction. La première année, c'était incroyable. Je découvrais plein de nouvelles compétences et plein de nouvelles choses que je n'avais jamais vécues. Et du coup, j'étais rentrée pour faire de la céramique et en fait, je me suis retrouvée à faire de la photographie parce que pour questionner cette image, cette apparence, ce cliché. Et puis la deuxième année, je me suis dit, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Enfin, en tout cas, j'ai un souvenir assez joyeux de ces années en école d'art, parce que déjà, je pouvais travailler sur le costume. Donc le matin, je m'habillais en étudiante en école d'art, et j'allais chez le buraliste acheter mon paquet de cigarettes, et en fonction de la tête du buraliste, je savais si j'avais mon costume d'étudiant en école d'art ou pas. Ça, c'est une chose que j'ai pu garder. Donc, je m'inspire aussi beaucoup de cette question de conte et de ce qu'on rapproche parfois d'un univers enfantin, mais qui est plus un univers qui peut permettre de se re-questionner ou de se modifier ou de changer. Donc le conte, je fais figure de conte. Souvent dans mes images, on ne me reconnaît pas parce que je veux juste incarner quelque chose qui pourrait être n'importe qui d'entre nous. Et voir si je peux vous embarquer dans des histoires. Alors après les études en école d'art et puis après avoir commencé un travail plastique,
j'étais un petit peu démunie parce que le travail de plasticien, on est quand même assez seul dans son atelier, on rencontre assez peu le public, à part lors de cet exercice un petit peu particulier qui est le vernissage, mais où on a un rôle particulier à tenir. Donc du coup, la solution que j'ai trouvée, moi, c'était de reprendre encore des études et d'aller me former en art vivant. Parce que là, du coup, je pouvais me confronter à l'autre dans le travail aussi, mettre d'autres mots et puis découvrir aussi une autre façon d'être au monde, de la question de la présence aussi. Comment moi, je sais travailler toute seule dans ma bulle, mais comment je peux travailler avec d'autres et comment je peux donner à voir aussi ce travail en train de se faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer des pédagogues super intéressants d'art vivant qui avaient des mots aussi sur le travail de l'artiste. Des mots qui ont été très éclairants. Et puis, j'ai aussi découvert toutes les difficultés de ce que c'était que de collaborer avec d'autres. Et puis, de préciser aussi à quel moment, quel travail je fais. Est-ce que là, je suis en création? Est-ce que là, c'est une question de diffusion de mon travail? Est-ce que c'est une question d'administration? Est-ce que c'est une question de production? Donc ça m'a aussi éclairé sur tous ces différents aspects de la question du travail de l'artiste, qui n'est pas effectivement 100% du temps sur la création artistique. C'est un peu, si je prends la métaphore du boulanger, en fait, on peut tous faire du pain chez nous, on peut faire du très très bon pain chez nous. C'est un peu comme la pratique artistique, il y a beaucoup de gens qui ont une pratique artistique et ça c'est super joyeux. La différence quand on est artiste, mais ce qui n'est pas un métier, parce qu'effectivement, par rapport au statut que l'on a, la plupart du temps, et la généralité, le plus grand nombre d'entre nous avons un autre travail à côté pour payer nos factures, c'est quand même aussi de se rendre compte qu'il y a un certain pourcentage du temps, du sort de l'ordre de 50 à 30% qui est effectivement sur l'artistique, et le reste du temps, c'est un travail de diffusion de son travail, c'est un travail de recherche, de production, des moyens de créer son travail, c'est un travail d'administration, un travail de mise en relation. Ça, j'ai eu du mal à l'accepter, il m'a fallu du temps. Donc une autre chose qui a été assez... qui m'a appris beaucoup de choses. Une autre chose qui m'a appris beaucoup de choses, super. C'est la pratique de l'improvisation. C'est une pratique hyper exigeante, où en fait, c'est pas je prends la liberté, je fais ce que je veux, non, ça veut dire qu'il faut avoir une super pratique derrière, que ce soit de la musique, enfin, que ce soit quel que soit le médium que l'on utilise, pour effectivement, dans le temps où je suis en train de montrer mon travail, je sois capable de composer. Et ça, c'est vraiment une super école de l'exigence. Et puis toujours cette question de qu'est-ce que je veux donner à qui, et de la présence au monde, et de cette question aussi de dans quel état je suis pour travailler. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé mon passage à l'école d'art parce que c'était super précieux, le temps et l'espace qu'on avait ici. Chose qu'on ne retrouve pas forcément après quand on est à l'extérieur. Du coup, pour moi, le travail de l'art, ce serait cette quête un peu de la justesse, cette quête de l'intangible. Et peut-être, par moments, la poésie, ce serait de rendre tangible l'intangible. La biologie m'a aidé vraiment à comprendre cette question de ce que c'était qu'être au monde. Ce qu'on percevait, ce à quoi on était sensible, notre rapport aux autres. La question de l'essence, de l'essentiel, du futile, la question de la pratique. Et là, je me suis retrouvée assez tôt aussi dans un monde où, effectivement, plus on faisait d'études, plus c'était la question de la spécialisation. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné à ne pouvoir parler qu'avec très très peu de personnes. J'ai trouvé ça assez peu juste, du coup, dans la relation que je voulais avoir au monde. Donc, il y a cette question de nécessité qui me taraude. Il y a aussi une question que je me suis posée et qui est assez essentielle par rapport à ce que m'a appris les arts vivants, c'est quel est mon public ? Un jour, je me suis retrouvée dans une soirée à Paris,
dans un super appartement, dans un quartier très très chic. Et il y a une jeune banquière sympathique qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé qui étaient mes clients. Donc là aussi, j'étais assez désarçonnée. Donc cette question aussi, pour qui je travaille? Avec l'improvisation aussi, il y a la question des contraintes. Comment les contraintes peuvent nous mettre en jeu. Aujourd'hui, l'artiste, il est quand même le chantre du capitalisme, en fait. On est vraiment encore, et alors pourtant ça fait un moment qu'on travaille à trouver une solution, mais on est vraiment dans l'ubérisation du travail. On n'a pas encore de statut satisfaisant qui nous permettrait aussi d'avoir les moyens de la recherche. Et effectivement, la valeur de notre travail est difficile à définir en dehors de la question du marché de l'art. Enfin, il semblerait. Pour moi, l'art, ce serait ce qui peut relier. Et puis, ce qui fait œuvre, c'est peut-être aussi quelque chose qui laisse la place à l'autre de se faire sa propre histoire. L'art, pour moi, était aussi une solution pour trouver ma place au sens politique du terme. Je vais vous montrer deux autres images qui sont plus récentes. Alors ça, c'est autoportrait de l'artiste en marchandise. Et ça, c'est autoportrait à la plus-value. Donc ces deux dernières photographies, en fait, on me reconnaît. C'est une nouvelle façon d'aborder l'image. Alors, autoportrait à la plus-value, j'ai donné ce titre à cette image parce que je me suis grimée et déguisée en homme. Et cette image a été vendue 20% plus cher que mes autres images. Voilà. Elle a vraiment été vendue 20% plus cher que les autres images. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Je vous remercie.